Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien chaud pour une nouvelle vidéo. Moi oui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une team que j'ai pas eu souvent l'occasion de mettre en lumière sur cette chaîne depuis sa création, les Detroit Pistons. En effet, comme d'habitude, sur le canal Instagram, vous avez été nombreux à répondre à mon sondage, et je dois avouer que celle-là je l'avais pas vu venir, alors que je pensais parler des pires contrats en NBA, vu que ça fait au moins 3 semaines qu'ils arrivent en deuxième place, encore une fois, un sujet les a surpassés. Ça va être le nouveau running gag, ça, après Yuki Kawamura. Par contre, si je suis totalement honnête, je dois avouer que le résultat me plaît bien. Les Pistons, je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup de vues, mais peut-être qu'on va être surpris. Dans tous les cas, ce qui me plaît, c'est que c'est un sujet original. Quoi qu'il en soit, c'est le thème que vous avez choisi, et il y a sûrement des raisons pour ça, et je respecte totalement. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas encore fait, rejoignez très vite le canal Instagram, c'est là-bas que tout se passe, et que vous pouvez participer, justement, pour choisir le sujet de la semaine. Ouais, go voter sur ce canal, c'est le seul moyen que votre voix soit entendue. Mais bref, ouais, aujourd'hui, nous, on va parler des Pistons, l'une des grosses équipes surprises depuis le début de la saison en NBA. Doit-on réellement les prendre au sérieux? Eh bien, ne bougez pas, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Les Detroit Pistons, voilà une franchise qu'on associait à la désolation, voire même à la déprime ces dernières saisons. Il faut dire que les statistiques parlent d'elles-mêmes, une saison 2023-2024 catastrophique, conclue par un record de 14-68, le pire de la NBA, et une humiliation historique avec 28 défaites consécutives en cours de saison. C'était un moment où chaque match ressemblait à un calvaire, et même la loterie de la draft n'a pas voulu leur donner un coup de pouce. Ouais, malgré les meilleures chances d'obtenir le premier choix, Détroit n'a pas eu de bol au tirage au sort, en tombant jusqu'à la 5e place. Ça, c'était un petit peu le pompon, la cerise sur le gâteau, qui symbolisait cette spirale infernale qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Et en fait, le pire dans cette descente aux enfers, c'est que le sentiment d'impuissance était total, ayant même tendance à se propager dans toute l'organisation. C'était comme si toute la franchise, et même toute la ville, avait fini par accepter cette étiquette de loser. Sauf que, à force de toucher le fond, une question s'est imposée. Combien de temps cette situation pourrie allait-elle durer? Eh bien, je vous le donne en mille, pas longtemps, parce que l'été dernier a représenté un véritable tournant. Tom Gores, le propriétaire des Pistons, a pris des décisions radicales, sacrifiant plusieurs dizaines de millions pour pouvoir donner un nouveau souffle à sa franchise. D'abord, Monty Williams, arrivé en grande pompe avec un contrat historique, a été remercié après seulement une saison, une décision inattendue mais nécessaire. Exit aussi Troy Weaver, le GM, remplacé par Trajan Langdon, un homme qui a déjà fait ses preuves par le passé dans des environnements en reconstruction, que ce soit à Brooklyn ou à New Orleans. Le choix du coach également a été crucial. J.B. Bickerstaff, qui venait de terminer son mandat à Cleveland, a été appelé à la rescousse. Avec Langdon, ils avaient un objectif clair, redonner une nouvelle identité à la franchise, et forcément se décoller cette étiquette de loser. Et tant qu'à faire, les ajustements ne se sont pas limités au bureau seulement de l'organisation. Côté effectif, Détroit a misé sur des vétérans comme Tim Hardaway Jr., Malik Beasley et Tobias Harris, des joueurs expérimentés, connus pour leur capacité à scorer, mais aussi pour encadrer les jeunes. Leur arrivée n'était pas forcément associée à des moves spectaculaires, mais en vrai, j'ai trouvé que leur impact s'est rapidement fait sentir, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. D'ailleurs, n'y allons pas par 4 chemins. Aujourd'hui, les résultats de la franchise parlent d'eux-mêmes. Alors que nous approchons de la mi-saison, l'équipe du Michigan affiche un bilan proche de l'équilibre, même en positif à certains moments, un contraste saisissant par rapport au calvaire connu la saison passée. Jalen Duren, pas peu fier, expliquait même récemment à quel point ce symbole était important pour l'équipe, à quel point être à 50% de win était incroyable après avoir connu les profondeurs de l'an dernier. C'est un discours qui, je trouve, en dit long sur la transformation de cette équipe du point de vue du mental et du collectif. Là, ce que l'on observe, ce sont des progrès individuels bien sûr, mais surtout des progrès en tant qu'équipe, et ceux des deux côtés du terrain. Désormais, Détroit n'est plus cette équipe super facile à battre, elle devient une menace, et même s'il y a des joueurs importants qui sont blessés en ce moment. En fait, en seulement une année, cette team, et c'est tout à son honneur, a réussi à mettre derrière elle son statut de risée de toute la ligue. Ouais, les Pistons sont clairement en train de renverser la vapeur en ce moment, et c'est hyper positif. Ceci dit, est-ce que ça représente davantage qu'une embellie temporaire, qu'un coup d'éclat, ou est-ce qu'on assiste à un rebondissement sérieux en l'état? C'est ce que je me demande. Les hommes de Bickerstaff peuvent-ils espérer poursuivre sur ce rythme et se faire une place en play-off au sein de la conférence Est en fin de saison? Et bien pour répondre à ça, pour commencer, je vais parler de Cade Cunningham. Quand on voit que l'an dernier, au même moment de l'année, l'équipe du Michigan n'affichait que 3 wins à son compteur, c'est le jour et la nuit du côté de Détroit. Et pour ça, merci Cade, car le meneur est franchement au cœur de tout ce qui fonctionne bien chez les Pistons en ce moment. Effectivement, avec des moyennes de 23 points et 7 passes, Cunningham réalise une saison digne du très haut niveau. Plus impressionnant encore, il le fait avec
avec une efficacité en nette progression, 46% au tir et 38% à 3 points. Ça représente ses meilleures marques en carrière, et ce n'est pas juste une question de chiffres. Cade aujourd'hui appartient au top 4 des joueurs de la ligue qui portent le plus la balle. Il ne se contente donc pas de scorer, il fait absolument tout. C'est bien lui qui dirige l'attaque des Pistons cette saison et impacte le jeu et les résultats de son équipe dans absolument tous les secteurs. Ce qui me frappe cette saison, c'est la maturité qu'il dégage sur le terrain. À seulement 23 ans, le meneur impose déjà son tempo. Même face aux meilleurs défenseurs en NBA, il reste imperturbable. Sa patience, sa capacité à lire le jeu et à contrôler le rythme font de lui un joueur qui déjà est spécial dans son genre. Kevin Durant expliquait il n'y a pas longtemps que le joueur était en avance sur son temps, et je suis plutôt d'accord avec ça. Il mixe un QI basket, mais aussi un physique qui lui permettent de s'imposer même face aux défenses les plus intelligentes ou les plus agressives. Après oui, bien sûr, on peut lui reprocher de perdre pas mal de ballons, ce qui a priori semble assez logique au vu de son volume, et même s'il devra montrer des progrès dans le domaine pour véritablement atteindre le statut de superstar, je trouve qu'il est sur la bonne voie. Ouais, avec le temps, ses choix deviennent plus précis, et sa prise de décision, notamment dans les moments clés, est bien meilleure qu'il y a un an. Et en fait, je trouve que ce nouveau statut change tout au vu de comment Cade agit en leader désormais. Quand l'an dernier, les Pistons dans un match étaient à -15 ou à -20, ils abandonnaient complètement la rencontre, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ça s'est vu à plein de reprises, et récemment, la semaine dernière, face aux Warriors par exemple. Alors que les Pistons étaient à -18 en première mi-temps pour ce match en back-to-back, Cade a rassemblé ses troupes puis a pris feu, avec 25 points en seconde mi-temps, ramenant sa team à un tir d'égaliser. Ce genre de leadership, cette capacité à galvaniser une équipe, c'est la marque des grands. En fait, Cade est exactement en train de devenir le joueur que les Pistons espéraient avoir quand ils l'ont choisi en numéro 1 de la draft en 2021. Aujourd'hui, il joue comme un All-Star, et s'il continue sur cette trajectoire, il se peut même que demain, il joue comme une superstar. Si Détroit est en train de restaurer sa fierté, soyons honnêtes, c'est avant tout grâce à lui et à son niveau de jeu. Mais évidemment, il n'est pas seul, et il serait injuste de ne pas au moins mentionner le supporting cast qui l'entoure cette saison chez les Pistons. Pour ça, j'aimerais commencer par Jalen Duren, le pivot titulaire. Ce gars est un véritable monstre dans la peinture. Défensivement, même s'il n'est pas le plus mobile et qu'il doit faire des progrès dans la prise de décision, il reste un protecteur de cercle très lâche, très vertical. Il est un élément très dissuasif, et offensivement, c'est la même. J'aime de plus en plus ce qu'il montre. Aujourd'hui, il est un pivot qui s'est capitalisé sur ses forces, devenant un vrai danger sur pick and roll grâce à ses bonnes finitions au cercle et son jeu aérien. Il ne manque plus qu'il développe un petit shoot, ne serait-ce qu'à mi-distance, pour devenir un joueur plus polyvalent. Ensuite, comment ne pas parler de Malik Beasley? J'aime tellement ce qu'il montre cette année. Ce vétéran arrivé pendant l'été est une véritable révélation. L'arrière tourne à 16 points par match, en tournant à quasi 40% à 3 points. Il a réussi à s'imposer comme le 3e meilleur scoreur de l'équipe, et ses 9 tentatives de loin par match offrent une menace constante pour les défenses adverses. Puis ce n'est pas seulement son adresse qui m'impressionne, il y a aussi son leadership. Beasley est un mentor pour les jeunes, notamment Ron Holland, et son énergie est contagieuse. D'ailleurs, il a déjà marqué l'histoire des Pistons, en battant le record de tirs à 3 points inscrits sur un seul mois. Clairement, on s'attendait à ce qu'il soit bon à son arrivée, mais là, il a surpassé toutes les attentes. Surtout que les deux autres gros vétérans, que sont Tim Hardaway Jr. et Tobias Harris, jouent également un rôle clé dans l'effectif. Hardaway, bien qu'irrégulier au niveau de l'adresse, reste essentiel par son spacing. Il oblige les défenses à respecter sa présence au périmètre, ce qui libère des espaces pour ses autres coéquipiers. Tobias Harris, de son côté, ne brille peut-être pas par ses stats, il ne l'a jamais fait, mais malgré sa discrétion, son QI basket et sa défense intelligente en font un vrai pilier pour l'équipe. Et puis chez les plus jeunes, il y a Ron Holland, le rookie. Ce gars-là, c'est une boule d'énergie. Pour chaque minute qu'il passe sur le terrain, il se bat comme un lion. Que ce soit en défense ou dans les moments cruciaux, il est partout, et parmi ses coéquipiers, il fait déjà l'unanimité. Alors oui, parfois il s'emporte un peu, et les vétérans doivent le calmer, mais son impact sur le moral de l'équipe reste indéniable. On pourrait aussi parler de Jaden Ivey, auteur d'un très bon début de saison, mais le souci c'est qu'il s'est pété la jambe, et pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Du coup, je vais quand même dire un petit mot sur certains seconds couteaux, parce qu'il y en a qui jouent quand même un rôle essentiel. Ausar Thompson, par exemple, avec sa polyvalence et son intensité défensive, apporte une énergie précieuse sur les ailes. Il est encore en développement offensif, mais son potentiel est évident. Isaiah Stewart, de son côté, continue d'être une force fiable dans la raquette, notamment au rebond, malgré une diminution de ses minutes cette saison. Et enfin, Simone Fontecchio, en tant que joker offensif, a montré des éclairs intéressants ces dernières semaines, augmentant sa production et se rendant utile dans les moments clés. Et ce qui est cool, c'est que tous ces éléments, au final, ça donne une très bonne tambouille. L'équilibre entre les jeunes et les vétérans est super intéressant, surtout que chacun connaît, comprend et accepte son rôle. Avec ce groupe et Cunningham à la baguette, les Pistons tournent bien, et pour ça, évidemment, qu'il faut remercier le nouveau coach JB Bickerstaff. Arrivé à Détroit avec la réputation d'un coach capable de transformer des équipes en pleine reconstruction, on se souvient de son travail à Cleveland, il n'a pas déçu. En seulement quelques mois, le tacticien, alors que tout le monde pensait que ce serait mission impossible, a réussi à changer l'ADN de l'équipe, insufflant une mentalité compétitive qui semblait hors de portée il y a encore peu de temps. Quand Bickerstaff a pris ses fonctions,
construction, il a fait un choix clair, ne pas s'attarder sur la pire saison de l'histoire de la franchise, mais plutôt en tirer des leçons. En discutant avec ses joueurs, il a fait en sorte qu'ils digèrent au plus vite les échecs du passé. Plutôt que d'être écrasé par le poids des défaites, il devait être prêt à avancer. C'était la clé du projet, ne plus jamais avoir à revivre une telle situation. Résultat, un groupe prêt à se remettre en question et à adopter une toute nouvelle philosophie tournée vers la victoire. Et ce que j'apprécie, c'est que cette nouvelle mentalité se remarque tous les soirs. Les Pistons jouent enfin les uns pour les autres, des efforts défensifs constants, des rotations plus fluides, une communication palpable sur le terrain. Voilà une équipe qui croit en elle, et ça c'est tout nouveau. Comme l'a dit Cade Cunningham, les joueurs aujourd'hui n'ont plus ce fichu nuage noir qui plane au-dessus de leur tête. Bickerstaff finalement a rapidement su gérer les égos et aussi trouver de la complémentarité entre ses pièces. Prenez le duo Cunningham-Ivy par exemple. Beaucoup doutaient de leur compatibilité, mais en début de saison, le coach a prouvé qu'ils pouvaient fonctionner ensemble. Un ajustement qui a changé toute la dynamique offensive de l'équipe. Et même avec la blessure d'Ivy, ça a continué à fonctionner. Pourquoi à votre avis? Parce que les bases dans toute l'équipe, du sol au plafond, sont solides. Et ça, c'est à Bickerstaff qu'on le doit. Et franchement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sur le plan du jeu aussi, par exemple, l'impact du coach est indéniable. Les Pistons sont devenus une équipe de battants. Défensivement, ils dominent à l'intérieur et sur les rebonds. Avec une intensité collective sur les séquences clés, Détroit impose désormais le respect. Certes, ils peinent encore à défendre la ligne à 3 points, mais l'engagement est là, et ça c'est une révolution par rapport à la saison passée. Puis offensivement, on parle d'une équipe qui joue très simple, mais qui a appris à être efficace. Pas de système trop complexe, mais une volonté de partager le ballon et d'impliquer tout le monde. Pour ça, la présence d'un joueur comme Tobias Harris, qui toujours prend les bonnes décisions, est primordiale. Ça, le coach l'a bien compris, vu que dans l'équipe, seul Cunningham passe plus de temps en moyenne sur le terrain que l'ex-Sixer. Mais ce qui distingue vraiment Bickerstaff, selon moi, c'est sa très bonne relation avec ses joueurs. Toujours debout, toujours vocal, il ne laisse jamais un mauvais coup de sifflet ou une injustice arbitrale passer sans réagir. Quand un coach te montre qu'il est prêt à se battre pour toi, tu veux tout donner pour lui, et de nombreux joueurs de l'effectif ont témoigné de ça depuis le début de la saison. Son utilisation stratégique des challenges en est la preuve la plus formelle à mes yeux. Lors de plusieurs matchs importants, il a su retourner des décisions cruciales pour son équipe. Ces moments, bien que subtils, cimentent la relation entre le coach et son groupe, et c'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Du coup, ouais, grâce au recrutement et grâce à Bickerstaff, l'équipe a progressé en attaque et en défense. Tous les ratings le montrent. Cependant, j'ai l'impression que l'impact du coach est surtout émotionnel. Il a redonné à cette équipe une fierté perdue. Les Pistons ne sont peut-être pas encore des prétendants au titre, c'est certain, mais aujourd'hui c'est fini en NBA de faire juste de la figuration. Et ça, dans une ville comme Détroit, ça compte. Avec JB Bickerstaff à la barre, il y a enfin une lueur d'espoir dans le Michigan. Et si cette saison n'est qu'un point de départ, une chose est sûre, les Detroit Pistons ne sont plus à prendre à la légère. Ils se battent, ils y croient, et ils vont tout faire pour rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Pour ça, à mon sens, la meilleure illustration s'est matérialisée avec la blessure de Jaden Ivey. Ouais, cette blessure, survenue lors d'un choc malheureux face au Magic le 1er janvier, aurait pu être un coup dur monumental pour les Pistons. Une fracture du péroné, une opération et une absence prolongée, quand on parle d'un joueur majeur comme Ivey, collectivement, ça peut piquer. Ce genre de scénario a bien souvent enterré toutes les ambitions d'équipes bien plus rodées dans l'histoire de la NBA. Mais voilà, cette saison, Détroit n'est plus une équipe comme les autres, et ce qui aurait pu être un vrai tremblement de terre n'a finalement été qu'une étape de plus à surmonter. Parce que oui, avant sa blessure, Ivey affichait des stats impressionnantes, presque 18 points, 4 rebonds et 4 passes par match, tout en shootant à plus de 40% de loin. L'arrière jouait clairement le meilleur basket de sa carrière, et son absence aurait largement pu handicaper une équipe encore en quête de certitude. Pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit, avec des Pistons qui ont réalisé une série avec 9 victoires sur 11 possibles. Ça montre définitivement que dans le Michigan, cette saison, on a affaire à un groupe soudé. Tim Hardaway Jr., il faut qu'on en parle, a été l'un des moteurs principaux de cette dynamique. À 32 ans, il a pris ses responsabilités, en enchaînant les performances hyper solides, et en retrouvant une adresse de loin dévastatrice à plus de 50% derrière l'arc. Il a même dépassé les 25 points à 2 reprises récemment, confirmant que lui aussi pouvait porter l'attaque quand l'équipe en avait besoin. Et que dire d'Ausar Thompson et de Malik Beasley, qui se relayent au poste de shooting guard en l'absence d'Ivey. Thompson, avec sa défense de fer, a stabilisé le 5 majeur, tandis que Beasley, véritable feu follet offensif, a souvent fait la différence avec la seconde unit. Ce duo n'a pas simplement comblé le vide laissé par Ivey, il a offert des solutions différentes et complémentaires, permettant à Détroit de maintenir le cap. Cette capacité à s'adapter, à trouver des forces insoupçonnées dans les moments les plus difficiles, montre bien à quel point les Pistons sont évolués cette saison. On parle d'une équipe qui, l'année dernière, peinait ne serait-ce qu'à gagner un seul match. Aujourd'hui, même en l'absence de l'un de leurs joueurs majeurs, ils sont toujours capables de rivaliser avec n'importe qui. C'est fou. C'est là la beauté de ce collectif où chacun, du rookie prometteur au vétéran expérimenté, connaît son rôle et l'embrasse avec les deux bras. Et pendant ce temps, Jaden Ivey, en convalescence, reste quand même un leader dans l'ombre. Sur Instagram, il poste régulièrement des messages d'encouragement après les matchs de ses copains. Une attitude qui résume à merveille l'état d'esprit de
cette équipe. Avec ou sans lui, sur le terrain, Détroit avance, et ça c'est quelque chose de complètement nouveau dans le Michigan. Et en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand on regarde ces Pistons aujourd'hui, eh bien leurs standards ont changé. Cette équipe, en à peine un an, a entièrement transformé son identité. Initialement, pour cette saison, décrocher une place pour le play-in semblait représenter un plafond difficile à atteindre pour cette team. Sauf qu'aujourd'hui, ce plafond, il a totalement explosé. En moins d'une demi-saison, l'équipe a déjà obtenu plus de wins que lors de l'intégralité de la campagne précédente, et les fans ont raison d'être optimistes. Une qualification pour le play-in est aujourd'hui le minimum, et imaginer que l'équipe fasse bonne figure en play-off apparaît même comme une possibilité. Parce que ouais, la principale force de cette équipe, c'est de toujours trouver des solutions pour répondre à l'adversité. Ces Pistons ne meurent jamais. Même quand ils prennent 15 ou 20 points de retard, ou qu'un joueur comme Anthony Edwards face à eux réalise une masterclass, personne ne baisse les bras dans le groupe. Bien au contraire, l'ADN de cette team, c'est de tout donner, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, et ce, jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est justement cette cohésion, cette mentalité de guerrier qui donne envie d'être optimiste. Maintenant, évidemment, il ne faut pas crier victoire trop tôt, et c'est bien pour ça aussi que JB Bickerstaff reste prudent. La saison est longue, et tout le monde sait qu'en NBA, les choses peuvent aller très vite. Les retournements de situation dans l'histoire ont été très nombreux. Mais peu importe tout ça, comment ignorer les progrès que l'équipe est en train de faire en ce moment. Les Pistons sont compétitifs quasiment tous les soirs, et cette compétitivité se reflète dans leurs résultats. Commencer l'année 2025 par exemple, comme ils viennent de le faire, avec 5 wins de suite, c'est un sacré symbole. Isaiah Stewart en a parlé, pour une team qui a autant connu la défaite ces dernières saisons, c'est même monumental. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'est pas rassasié, il est heureux mais pas satisfait, et maintenant qu'il a eu un avant-goût du succès, lui comme ses coéquipiers en veulent beaucoup plus. Là on n'est plus sur un groupe qui imagine une qualification pour le play-in comme un rêve lointain. Non, pas du tout. On est sur un groupe qui ambitionne les playoffs et qui s'imagine même y poser de gros problèmes pour leurs futurs adversaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la trade deadline du 6 février qui approche, les Pistons, actuellement, sont dans une situation unique pour capitaliser fort sur leur début de saison. Parce que ouais, en l'état, elle peut rêver des playoffs cette équipe, mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas tenter d'aller plus loin et d'essayer d'y faire un coup dans cette post-season? Même si je comprendrais que Langdon veuille être prudent, au vu de ce que l'équipe montre en ce moment, les prochaines semaines peuvent aussi être l'occasion parfaite pour encore faire progresser le roster. Parce que oui, même si pour le moment ça ne se ressent pas dans les résultats, la blessure de Jaden Ivey laisse quand même un vide dans le backcourt. Les Pistons, sans lui, il faut le dire, peinent un petit peu à sécuriser le ballon et à créer du danger constamment en attaque. Cade Cunningham, malgré son statut d'étoile montante, reste un scoreur avant tout, c'est vrai. L'équipe a besoin d'un autre créateur, capable d'organiser le jeu, de réduire les pertes de balles et d'apporter de l'équilibre à l'attaque, notamment dans les moments chauds. À côté de ça, défensivement, j'ai constaté que les Pistons avaient du mal sur le périmètre. Ils encaissent énormément de tirs à 3 points et sont l'une des teams les plus faibles de la ligue dans le domaine. Un profil de 3&D capable de gêner les shooters adverses tout en apportant offensivement pourrait faire beaucoup de bien à ce roster. Tim Hardaway Jr. a beau se régaler en attaque, en défense, ne mâchons pas nos mots, ne nous mentons pas, il est en grande difficulté. Du coup, j'ai imaginé 2-3 pistes de joueurs, potentiellement sur la liste des transferts en plus de ça, qu'il serait peut-être intéressant de courtiser. Le premier, c'est Malcolm Brogdon des Wizards. En tant que vétéran organisateur au poste 1, il apporterait son expérience et son intelligence de jeu. Son historique de blessure peut inquiéter, mais sa capacité à faire les petites choses, comme des passes justes, une défense honnête et un leadership naturel, en fait une option solide pour compenser l'absence d'Ivy. Ça, c'est pour la création, et si à côté de ça, il faut un 3&D, j'irai voir du côté de Bruce Brown. Pas forcément dans les plans à Toronto, et champion avec Denver, il pourrait être un candidat idéal pour le backcourt. Après avoir été sur la touche tout le début de saison, il pourrait être disponible en raison de son contrat expirant. Il offrirait une polyvalence défensive et une mentalité de vainqueur qui collerait, je pense, parfaitement aux besoins des Pistons. Ça, ce seraient des ajustements qui, à mon avis, ne coûteraient vraiment pas cher et qui, je pense, pourraient faire progresser l'équipe. Dans les détails, certes, mais quand même progresser cette team. Après, des scénarios plus audacieux pourraient exister, comme tenter de faire venir Brandon Ingram, par exemple. Ceci dit, ce genre de deal pourrait nécessiter une grosse contrepartie et nuire à l'équilibre de l'équipe. C'est pour ça qu'a priori, je privilégierais des deals de plus petite envergure, comme ceux que j'imaginais plus tôt. Quoi qu'il en soit, l'objectif à la deadline reste le même, tenter de viser plus haut. D'ici le 6 février, les Pistons pourraient transformer leur statut d'équipe Cinderella de la conférence Est à celui de vraie menace pour les playoffs. Viser le top 6 est aujourd'hui envisageable, mais si le front office réalise les bons moves, pourquoi ne pas aller jusqu'à imaginer un upset au premier tour, qui sait? On n'en est pas là, hein, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, mais pour ça, la balle est avant tout dans le camp de Trajan Langdon, qui jusque-là a fait de très bons moves en plus de ça. Et puis, encore une fois, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Étape par étape, prenons les choses dans l'ordre. Déjà, pour accéder aux playoffs,
playoffs, les Pistons devront confirmer sur la deuxième partie de la saison, et pour ça il y a du taf. Je les en sens capables au vu de ce qu'on a pu voir de leur part jusque-là, mais attention, une série de blessures de joueurs importants ou de mauvais moves pourrait très vite changer la donne. Pour toutes ces interrogations, seul l'avenir nous offrira des réponses, il faudra être patient et observer ce qu'il se passe. Par contre, si la question est doit-on vraiment prendre les Pistons au sérieux aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui, et ce, peu importe la finalité de cet exercice. Que ça se termine avec une place pour le play-in, une élimination au premier tour des playoffs ou même une surprise au second tour, peu importe, cette équipe a déjà remporté sa saison. Après des années de galère et un énorme chantier à reconstruire, les Pistons ont enfin trouvé une direction claire et des résultats à la hauteur de leurs ambitions. Franchement, rien que ça, c'est énorme pour les fans, et je comprends qu'ils puissent être euphoriques en ce moment. Avec un coach qui paraît tout à fait savoir ce qu'il fait, un Cade Cunningham qui s'impose comme un véritable franchise player, des joueurs comme Jalen Duren qui montent en puissance, des vétérans intelligents et des acquisitions malines l'été dernier, Détroit est aujourd'hui compétitif, et c'est une vraie victoire. Certes, il reste des failles, on les a citées, mais ce sont des lacunes qui peuvent largement être comblées à la deadline, ou même lors des prochaines intersaisons. Pas besoin de trop précipiter les choses en vrai à Détroit, là on en est à une étape où on essaye de construire des fondations solides, et ça fonctionne bien. Bah ouais, ce qu'on voit en ce moment, c'est une équipe jeune et prometteuse, bien entourée de vétérans et qui apprend à gagner. Ça, disons les termes, c'est clairement le plus grand pas qu'ils pouvaient franchir cette année. Du coup, peu importe la finalité, les Pistons en ce moment envoient un message clair à toute la ligue. Ils ne sont plus du tout là pour qu'on les prenne peu au sérieux ou qu'on se moque d'eux. Fini de faire de la figuration, et pour conclure avec cette vidéo, au vu des saisons catastrophiques qu'a connu cette franchise historique ces dernières années, je ne peux pas cacher que ça me fait au moins un petit peu plaisir. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous? Vous y croyez à ces Pistons New Look, ou alors vous pensez que ce n'est que temporaire et que ce n'est que de la poudre aux yeux? Comme d'hab, dites-moi tout ça et lâchez-vous dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et de débattre avec vous. Alors allez-y, et n'oubliez pas, pour le choix du prochain sujet, c'est sur le canal Instagram que ça se passe, dès dimanche.